à tous et à toutes, je suis Clémence Beauvais, coordonnatrice événements et communication au RGCQ. On est ravis de vous retrouver ce soir pour ce webinaire Info Condo nouvellement copropriétaire, que faire en direct sur notre page Facebook. C'est Maria Bitichessu, conseillère infogestion au RGCQ, qui va vous éclairer sur le sujet. Donc vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et nous y répondrons à la fin de la présentation. Pour les personnes qui sont inscrites sur le site web, vous allez recevoir l'enregistrement de la conférence ainsi que la présentation PowerPoint automatiquement par courriel dans les prochains jours. Puis pour les personnes qui nous rejoignent sur Facebook, si vous souhaitez recevoir ces éléments, vous allez pouvoir nous adresser un courriel à l'adresse que je vais indiquer dans le chat. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à votre conférencière et vous souhaite une très bonne conférence. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous ce soir pour vous faire un tour d'horizon de la base en copropriété pour les nouveaux propriétaires ou ceux qui aspirent peut-être à la copropriété. Alors, je vais couvrir plusieurs sujets, mais juste avant, je vais vous parler un tout petit peu du RGCQ. Donc, moi-même, je suis conseillère infogestion auprès du RGCQ depuis 3 ans et demi maintenant. Mais j'ai une vaste expérience de copropriété, autant sur des conseils d'administration que comme résidente même en copropriété depuis plus de 20 ans. Alors, le RGCQ a été fondé en 1999, a eu de grandes influences auprès finalement du monde de la copropriété, de la législation également. Le RGCQ a 3 chapitres, Québec, Gatineau, Montréal, 86 000 unités qui sont membres. Et c'est le porte-parole des copropriétaires, administrateurs, gestionnaires d'immeubles et assure depuis toujours la standardisation de la gérance et de l'administration en copropriété, mais également le RGCQ a fait des représentations aussi auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur toutes les modifications législatives qu'il y a eu au cours des dernières années. Alors, RGCQ est vraiment très impliqué dans tout ce qui concerne la copropriété. Alors, pour les tout nouveaux copropriétaires, je vais vraiment aborder, en fait, je vais aborder 3 choses principales. Les documents à connaître et pourquoi. Donc, avant d'acheter et même après avoir acheté, il y a des documents qui sont quand même très importants et auxquels il faut référer. Ensuite, le fonctionnement, les frais de condo, donc le fonctionnement en copropriété, les décisions, les organes décisionnels, je vais traiter de cela également comme deuxième point principal. Et les assurances en copropriété qui sont différentes des assurances dans la copropriété régulière, dans la propriété traditionnelle. Alors, qu'est-ce que la vie en copropriété? Donc, c'est un mode de vie qui touche à la fois la propriété individuelle et collective. Et il y a une grande différence entre la propriété individuelle et la copropriété. En fait, une propriété, je pense que tout le monde connaît ça quand même assez bien. Vous achetez un terrain sur lequel se trouve un immeuble et vous avez votre plan cadastral bien délimité. Vous avez votre maison. Vous faites ce que vous voulez dans votre maison. Votre seule limite, c'est de respecter la loi, les règlements et de ne pas nuire aux voisins, sinon vous pouvez avoir des petits ennuis. La copropriété, c'est différent. Alors, la copropriété, vous êtes d'abord propriétaire de votre partie à vous, qui est la partie privative, qui est un lot en soi, délimité. Vous avez un plan cadastral également. La partie commune vous appartient également, mais vous êtes propriétaire d'une fraction. C'est là où ça devient un petit peu plus abstrait en copropriété. Parce qu'en réalité, l'ensemble des parties communes appartiennent à tout le monde, mais dans une certaine proportion qui s'appelle une fraction. Donc, quand vous êtes propriétaire dans un
une copropriété, vous êtes propriétaire de votre unité à vous, votre partie privative, et une quote-part de l'ensemble des parties communes. Et c'est pour ça qu'on dit que vous êtes propriétaire d'une fraction de la en copropriété, parce que vous avez votre unité à vous et une fraction des parties communes. Si vous êtes 300 propriétaires dans un immeuble, ben, toutes les parties communes vont être partagées dans la collectivité des 300 personnes. Et il n'y a pas une partie qui vous appartient plus que l'autre. Les parties communes appartiennent à tous, mais en partage. Alors, l'autre grande particularité de la copropriété, c'est que c'est des règles de vie qui sont encadrées par des textes, qui est la déclaration de copropriété et le règlement d'immeuble. Alors, la toute première chose à faire avant d'acheter, c'est de lire la déclaration de copropriété et les règlements. Bon, ça peut être fastidieux, c'est généralement des documents assez volumineux, hein. On parle de facilement 80 pages de documents. En général, c'est rébarbatif, personne ne veut lire ça, et c'est très technique. Par contre, je vous dirais qu'il faut cibler dans votre lecture. Cibler en particulier la description de ce qu'on appelle les parties communes, les parties communes à usage restreint et les parties privatives qui sont dans la première partie habituellement. Donc, c'est assez délimité. Et il faut aller lire les règlements aussi. Alors, pourquoi faut-il lire ces documents-là? Parce qu'en copropriété, c'est pas comme la propriété traditionnelle où vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, dans la limite de votre terrain. C'est un contrat collectif. Dès le moment où vous achetez, donc quand vous allez chez le notaire et que vous signez, que vous faites l'achat d'une fraction à l'intérieur d'une copropriété, vous reconnaissez qu'on vous remet les documents de la déclaration de copropriété et que vous adhérez finalement aux règles de vie et tout ce qu'il y a dans la déclaration de copropriété. Ça devient votre contrat. Qui est le contrat collectif de tous. Vous avez tous, dans le même syndicat de copropriété, vous avez une déclaration de copropriété qui régit les règles pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans tout ça? Alors, comme je vous le disais, dans la première partie de la déclaration de copropriété, vous allez avoir la description de parties communes, parties privatives. Des fois, il peut y avoir aussi une clause pénale dans cette partie-là. Alors ça, c'est important de le savoir aussi. Plusieurs copropriétés ont adopté depuis un certain nombre d'années des clauses pénales. Alors ça aussi, c'est important de le savoir. Autrement, vous avez dans le règlement le code de vie. Donc, comment on fonctionne en copropriété. Donc, toutes les composantes qui sont communes vont être partagées par tous à partir du moment où on partage les mêmes espaces. Il faut des règles sur l'usage de ces espaces-là, des parties communes. Alors, ça peut être la salle d'exercice, la piscine, le terrain extérieur, le petit parc. Donc, il y a des endroits où vous pouvez aller vous installer. Il y a d'autres endroits que probablement c'est un peu plus décoratif. Ça fait partie de l'espace commun du terrain qui n'est pas nécessairement un endroit où vous allez pouvoir aller mettre votre chaise et faire votre pique-nique comme tel. Alors, c'est dans la réglementation que vous allez retrouver les différentes restrictions que vous allez avoir sur l'usage des parties communes. Pour l'usage également de votre partie privative. Dans vos parties privatives, si vous arrivez et que vous voulez faire des travaux dans votre partie privative, c'est possible de le faire, bien entendu. Par contre, il va y avoir des règles. Si vous êtes dans un immeuble, souvent dans des tours d'habitation, il y a des normes d'insonorisation. Les planchers doivent être construits d'une certaine façon. Vous allez devoir respecter ça.
Si vous voulez faire des transformations qui risquent d'affecter la structure ou si vous enlevez des murs, ça doit être approuvé et tout ça va être indiqué également dans les documents. Dans les règlements, on va indiquer que tous les travaux qui doivent être faits dans une unité doivent être soumis au conseil d'administration, être approuvés et puis il y a différentes copropriétés qui sont plus structurées que d'autres. Mais en général, ça doit être approuvé parce que vous pouvez imaginer que si on se retrouve dans une situation où quelqu'un vient changer quelque chose qui touche à la structure, ça va avoir des conséquences à long terme et la structure, ben, c'est une partie commune parce que c'est le gros œuvre, la structure de l'immeuble comme tel et le syndicat a intérêt à savoir s'il y a quelque chose qui touche la structure et à ce moment-là exigerait que ce soit des plans que des plans soient approuvés par des architectes ou des ingénieurs avant d'autoriser des travaux. Alors, vous avez bon, les parties communes, vous pouvez avoir des restrictions sur l'usage de la cigarette, même le fait d'avoir des animaux, ça pourrait être interdit dans certains endroits, quoique habituellement, c'est plutôt encadré. Dans le sens où vous auriez le droit d'avoir 1 ou 2 animaux de compagnie maximum qui ne dépassent pas tel poids ou des trucs comme ça. Mais ça pourrait être interdit si ça a déjà été adopté dans ce sens-là. Ça pourrait aussi être le cas. Alors, si vous tenez à avoir un animal et que vous n'avez pas lu les règlements, bien, vous allez peut-être être malheureux de ne pas pouvoir vous en acheter un ou en avoir un. Ensuite, il peut y avoir toutes sortes d'autres restrictions, comme sur les balcons, par exemple. Si vous voulez installer un parasol, bien, il y a des copropriétés qui vont exiger que tous les parasols soient de la même couleur parce qu'on veut garder une certaine harmonie dans l'apparence extérieure. Dans certaines autres copropriétés qui sont plus des maisons de ville, par exemple, toutes regroupées ensemble. Si quelqu'un veut s'installer un auvent et que c'est permis par le règlement, souvent, il va y avoir des restrictions sur ou des indications sur le type d'auvent, la grandeur, la couleur et toutes ces choses-là. Alors, le règlement, il faut le lire avant pour voir si ça vous convient, le fonctionnement, mais il faut le lire après aussi, avant de vous engager dans des transformations, surtout à l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est ce que, en général, va avoir un peu plus d'impact parce que l'extérieur, ça pourrait être, en général, l'extérieur de votre unité pourrait être une partie commune à usage restreint. Ce qui veut dire que ça serait simplement restreint à votre utilisation, mais ça demeure un espace commun qui est réglementé par la copropriété. Même chose, piscine, stationnement, et donc, c'est des éléments qui sont importants si on veut rester dans l'harmonie en copropriété. Vous avez également dans la déclaration de copropriété la contribution aux charges communes et la façon que c'est réparti. Alors, il y a différentes formes de copropriété, ça je passerai plutôt rapidement là-dessus, et il y a aussi différents contrats. Donc, c'est important de savoir dans quoi vous vous embarquez. Donc, il y a des tours d'habitation qui sont un seul syndicat de copropriété. Il peut y avoir d'autres types de copropriétés où vous allez avoir plusieurs immeubles de 4, 6, 8 unités ou plus sur un terrain qui est commun. Alors, vous pourriez avoir plusieurs bâtiments qui sont des syndicats distincts. Et la partie commune, qui est le terrain, serait un autre syndicat qu'on appelle souvent le syndicat horizontal. Vous avez aussi des maisons de ville, parfois en copropriété, dans certains secteurs. Il y en a plus que d'autres. Encore là, ça pourrait être un même
syndicat de copropriété qui inclut les maisons de ville ainsi que tous les terrains. Vous pouvez avoir des copropriétés résidentielles avec des parties communes, parties commerciales, excusez-moi. Des copropriétés de villégiature. Ça, on retrouve ça beaucoup dans les cantons de l'Est, à Tremblant, par exemple, ou dans les Laurentides à quelques endroits. Vous en avez même à Montréal, dans certains hôtels qui ont des résidences hôtelières aussi. Et vous en avez aussi en résidence de personnes âgées, quelques copropriétés. Alors, l'immeuble au complet est une résidence de personnes âgées, mais certains étages sont vendus en copropriété au lieu d'être en location. Et là, vous avez un contrat d'accès au service des résidences de personnes âgées. Alors, tout ça est important. Et c'est important de lire les contrats parce que souvent, les gens sont déçus, se disent, ben voyons donc, je ne suis pas d'accord avec telle chose, ça n'a pas de bon sens, il me semble que ci, il me semble que ça, qu'on ne devrait pas avoir à payer pour ces choses-là. Malheureusement, une fois que vous achetez et que vous avez l'ensemble des documents, il y a des choses qui peuvent être modifiées, mais en général, c'est ce qui a été réfléchi et pensé dans une certaine manière pour que ça fonctionne en copropriété. Habituellement, ça va rester. Il peut y avoir toutes sortes de petits éléments de mise à jour, peut-être, qui peuvent être modifiés ou des ajouts particuliers. Mais des transformations complètes, de toute façon, souvent, ça prend des majorités spéciales en assemblée de copropriétaires pour changer des choses en particulier. Donc, c'est important de bien choisir ce qui correspond à vos besoins. Alors, c'est sûr que le coût d'une maison unifamiliale est plus élevé que d'acheter en copropriété. Souvent, les gens vont être attirés par le fait que une copropriété, ben, c'est moins cher, c'est moins de troubles, hein, on n'a pas à s'occuper de rien. Et ensuite, ben, c'est ça, une maison unifamiliale, ben, ça coûte plus cher. Donc, certaines familles vont commencer parfois, ou des gens vont commencer à faire leurs premières armes en propriété avec une copropriété, puis ensuite, éventuellement, s'en aller en maison unifamiliale. Ou l'inverse existe aussi, les gens qui ont été en maison unifamiliale, en copropriété ou semi-détachée ou autre, et qui ne veulent plus avoir de soucis de travaux, d'entretien et tout à faire pour toutes sortes de raisons, et décident de s'en aller en copropriété. Alors, donc, dans tous les cas, sachez que c'est un cadre de vie qui est réglementé, mais qui a plein de côtés positifs, justement. Des gens qui quittent une maison pour aller en copropriété, dans un appartement, vont bien choisir leur endroit. Ça va, s'ils sont heureux dans l'environnement, ben, c'est une sécurité physique dans un cadre qu'on choisit. Quand je parle souvent de contraintes, en fait, mais en réalité, ce sont des règles de vie. Et quand on a eu déjà des propriétés ou qu'on est capable de vivre en société et d'avoir un respect pour les autres, il y a tout ce degré de respect qui est important et variable d'une personne à l'autre. Mais c'est ça, il faut pouvoir vivre à proximité de gens et d'accepter qu'il y ait des décisions qui peuvent être prises collectivement, qui sont pas nécessairement, avec lesquelles on n'est pas nécessairement en accord, mais elles vont quand même s'appliquer à tous. Alors, si une décision est prise à la majorité, 50% plus 1, et que vous n'êtes pas d'accord, elle sera quand même appliquée et vous allez devoir la respecter. Alors, les parties communes sont à usage collectif de tous. On ne peut pas s'approprier les parties communes pour son usage exclusif, sauf évidemment si la partie commune est à usage exclusif. Et ça, c'est prévu dans la déclaration de copropriété.
Alors, je vous mentionne ça parce que, comme conseillère infogestion, je vais vous dire que beaucoup de questions portent sur comment gérer les conflits dans une copropriété, parce qu'une personne fait ci, fait ça tout le temps, ne respecte pas, elle va chercher son courrier, elle jette à terre les publicités qui ne fait pas son affaire, les pousse avec ses pieds, puis bon. Alors, ce sont ce genre de choses-là qui font que des fois, ça peut être frustrant dans une copropriété, mais si vous avez le côté que vous avez un respect de façon générale de vos voisins et des règles, ça ne devrait vraiment pas être un problème. En plus, autrement, quand j'indique aussi qu'il ne faut pas s'approprier les parties communes, c'est des situations qui arrivent surtout lorsque, les gens sont, par exemple, bon, vous avez chacun votre stationnement, disons, dans une copropriété, puis il y a des stationnements pour visiteurs, par exemple, ou des endroits qui sont interdits de stationner, hein, comme, dans des maisons de ville, parfois, il peut y avoir des passages pour se rendre vers des garages, puis chacun a son garage qui lui appartient. Et à la porte, à l'extérieur des portes de garage, ben, des fois, il y a un peu d'espace, puis on pourrait même stationner une voiture comme ça devant. Alors, si c'est interdit de laisser quoi que ce soit séjourner dans un espace commun, et les allées de garage en feraient partie, ben, c'est interdit parce que ça fait en sorte que l'espace qui est là est utile pour ceux qui ont besoin de passer. Alors, d'autres conflits viennent du fait que le stationnement visiteur devient finalement le stationnement en permanence de quelqu'un qui utilise son auto juste 2-3 fois par semaine puis qui peut la laisser là. Ça sert à entreposer la roulotte. Les espaces verts communs peuvent des fois être utilisés pour installer la piscine des enfants. Alors, toutes ces choses-là, il faut voir quel est l'usage, les règles dans votre copropriété pour maintenir des bonnes relations. Pour savoir si on est fait pour la copropriété, là, j'ai mis quelques questions que j'ai tirées aussi un peu d'un livre sur la copropriété. Alors, est-ce que vous vous intéressez aux affaires de la copropriété? Parce que vous savez, c'est important aussi d'avoir des gens qui s'impliquent dans les copropriétés. Tout à l'heure, je disais, c'est le fun, on n'a pas besoin de s'occuper de l'entretien et tout ça. Effectivement, il y a des contrats qui sont donnés et tout ce qui est extérieur va être normalement exécuté par des firmes qui vont s'occuper de faire l'entretien. Par contre, ça prend des gens pour s'impliquer, puis à l'intérieur de la copropriété, quand on en fait partie, il faut à un moment donné aussi donner un petit coup de main ou venir s'intéresser aux affaires de la copropriété et s'impliquer éventuellement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la première année, mais à un moment donné, ça pourrait être un peu plus tard. Alors, avez-vous l'intention d'assister aux assemblées générales? Les assemblées générales, c'est un des organes décisionnels de la copropriété, l'autre étant le conseil d'administration. Alors, c'est très important parce qu'il peut y avoir justement des sujets qui sont discutés, des modifications de règlement également. Et si on n'a pas quorum, il faut reporter la réunion à une autre date. Alors, avez-vous l'intention d'assister aux assemblées générales? Si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout, c'est votre choix. Vous pouvez aussi ne pas y participer. Mais ayez au moins le réflexe de donner une procuration à quelqu'un d'autre pour que le quorum ait lieu. Donc, puis de toute façon, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens ne sont pas disponibles pour aller à l'Assemblée générale. On n'a pas tous un horaire aussi flexible nécessairement. Par contre, il faut quand même avoir ce réflexe-là de donner la procuration pour permettre qu'il y ait quorum et que la réunion ait lieu. De toute façon, vous recevez par la suite
les procès-verbaux des assemblées et vous savez au moins qu'est-ce qui s'est décidé. Alors, donc, c'est important de s'impliquer, même si c'est avec des petits gestes comme ceux-là, si vous n'avez pas nécessairement le temps de vous impliquer davantage sur un conseil d'administration, par exemple. Alors, est-ce que selon vous, les fêtes en famille ou entre amis sont à proscrire lorsqu'on vit en copropriété? Alors, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. En fait, ce qui est important ici, c'est que si vous pensez qu'on ne peut plus avoir de visite parce que vous êtes en copropriété puis il faut que ce soit le silence total, la copropriété n'est peut-être pas faite pour vous parce que tout le monde a le droit de vivre, de pouvoir bien avoir du plaisir, rencontrer des amis, sa famille, toujours évidemment dans le respect des autres. Alors, rendu à une certaine heure, ben, il faut comprendre qu'il y a des gens qui veulent avoir une certaine quiétude. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre-là dans une copropriété. Oui, avoir du plaisir, mais toujours dans le respect de ses voisins. Donc, l'autre question, c'est la même chose. Reconnaissez-vous que vos voisins ont le droit à la quiétude dans leur appartement? Alors, c'est des questions à se poser. Avez-vous tendance à entreposer vos affaires dans tous les espaces à votre disposition et même à empiéter plus large? Ça aussi, c'est une question à se poser et surtout à faire attention de ne pas commencer à justement occuper un espace qui est un espace commun à l'usage collectif de tous. Si vous êtes solitaire, peu sociable, vous pourriez très bien fonctionner aussi en copropriété. L'important, c'est que vous ayez une tolérance et un respect pour vos voisins. Mais si le monde vous tombe sur les nerfs, ben, ça va dépendre, ça ne sera peut-être pas la meilleure chose de vivre en copropriété. Alors, c'est important de réfléchir à tout ça et de faire des choix qui vous concernent, qui vous ressemblent finalement. Et bon, si vous êtes d'une nature à chercher un compromis acceptable, ben, vous êtes une très bonne personne, un très bon candidat à la copropriété, puisque c'est des gens comme ça qu'on a besoin, et surtout dans des conseils d'administration. C'est un bon profil à avoir également. Conseil d'administration, justement. Alors, qui est chargé d'administrer un syndicat de copropriété? Alors, le CA, le conseil d'administration, a pour mission, je vais prendre une petite gorgée, d'entretenir et conserver l'immeuble, faire respecter la déclaration de copropriété, les règlements, administrer les fonds et entretenir les parties communes, engager des spécialistes pour savoir quoi faire, justement, pour éviter de faire des essais-erreurs dans une copropriété. Parfois, on a des gens qui vont avoir toutes sortes d'idées sur comment réparer une certaine situation. Alors, j'ai connu des situations où on avait un mur qui commençait à fondre dans une des copropriétés et c'était un mur qui était où il y avait une poussée du terrain, en fait, là, de l'autre côté. Et alors, il y a eu toutes sortes de tentatives, d'essais en faisant venir l'aménagement paysager, la personne responsable à gauche et à droite des entrepreneurs. Et il y a eu 2 ou 3 solutions qui ont été faites au cours des années, qui n'ont jamais été utiles. Donc, il y a eu essais, erreurs, mais quand même avec beaucoup d'argent au bout de la situation, jusqu'au jour où il a fallu engager un ingénieur pour venir examiner si ce mur-là était adéquatement construit et suffisant pour soutenir le poids de l'eau qui s'accumule dans un terrain qui est collé sur ce mur-là. Et voilà, la réponse était là. Ce n'était pas un mur qui était suffisamment large, épais, même s'il était armé, il n'était pas suffisamment large. Il était de 8 pouces alors qu'il aurait dû être de, je sais pas, de 12 pouces. Là. Je ne me souviens plus exactement.
Alors, c'est pour vous dire que être membre de conseil d'administration, ça ne veut pas dire être tout connaître et trouver toutes les solutions tout seul. C'est surtout d'être ouvert à trouver les solutions qui sont adéquates pour être sûr d'offrir des solutions qui vont être durables. Alors, le conseil d'administration doit aussi tenir un registre de la copropriété. Dans le registre de la copropriété, il y a le nom de tous les copropriétaires, les coordonnées pour les rejoindre en cas d'urgence, tout ça. Certains exigent également d'avoir un double de clé au cas qu'il y a une urgence particulière. Et également, vont tenir là-dedans toutes les informations sur l'assurance responsabilité de chacun et tout ça. Les membres du conseil vont conclure les contrats donc pour la sauvegarde des droits collectifs, établir le budget prévisionnel annuel qui est présenté aux copropriétaires en assemblée générale. Et après avoir présenté le budget en assemblée générale, le conseil d'administration adopte le budget et détermine les modalités de paiement. Alors, si c'est des frais payables au mois, au trimestre, etc., par chèque, par transfert, par transfert préautorisé, etc. Un élément qui est important et dans l'encadré, c'est que lorsque vous achetez un condo, souvent les gens oublient de communiquer leurs coordonnées au conseil d'administration. En fait, le conseil d'administration reçoit le nom des propriétaires et on sait à quelle adresse parce qu'on sait qu'il y a eu un transfert, parce qu'on fournit toutes sortes de renseignements aux notaires qui sont exigés par la loi. Mais dans la loi, il est également prévu, et en général, ça devrait être écrit dans votre déclaration de copropriété, c'est que dans les 15 jours de l'achat de votre condo, vous devez communiquer au conseil d'administration vos coordonnées pour vous rejoindre, comment communiquer avec vous, parce qu'on a des avis à vous envoyer sur justement les différentes assemblées, les frais de condo, etc. Donc, n'oubliez pas de communiquer avec les responsables du syndicat pour fournir vos coordonnées et fournir également une preuve d'assurance responsabilité. Alors, c'est une obligation qui est entrée en vigueur il y a quelques années où maintenant on exige que chaque copropriétaire ait une assurance pour leur responsabilité civile envers les tiers. Ce qui veut dire que s'ils causent des dommages, que ce soit à la copropriété ou à d'autres personnes, c'est leur assurance responsabilité qui va payer pour les dommages qu'ils causent. Alors voilà, ça c'est le rôle, en gros, c'est vraiment les grandes lignes du conseil d'administration. Les charges communes, les frais de condo, alors, collectivement, en fonction de la fraction que vous possédez dans le syndicat, vous allez payer des frais de condo qui vont être votre quote-part. Donc, la quote-part qui est payée, ça inclut l'ensemble des frais d'assurance du bâtiment, parce qu'un syndicat doit être assuré pour le bâtiment au complet et pour également jusqu'à la valeur de reconstruction du bâtiment et de la partie privative également, mais jusqu'à concurrence de la valeur de sa construction initiale, donc de la finition initiale. Alors, vous payez dans vos frais de condo les assurances du bâtiment, mais vous, personnellement, vous allez aussi devoir assurer l'intérieur de votre condo, donc vos meubles, mais aussi toute amélioration qu'il peut y avoir eu dans votre copropriété. Alors, si si initialement ça a été construit comme avec une finition en tapis et que les gens ont rajouté au cours des années une finition de plancher de bois franc, de céramique à certains endroits, etc.,
et qui ont mis d'autres équipements dans la salle de bain, etc., de plus grande valeur que ce qu'il y avait comme finition d'origine. Ce sont toutes des améliorations qui doivent être identifiées normalement dans la description de l'unité de base et que vous devez assurer en tant que copropriétaire avec votre assurance personnelle habitation lorsque vous êtes propriétaire. Alors, l'ensemble des coûts, ben, c'est ça, l'électricité, le déneigement, le chauffage des parties communes, les réparations mineures, la maintenance. Alors, tout ce qui concerne l'immeuble, vous allez devoir payer pour ça. Et chacun contribue en fonction de sa quote-part. Et que vous l'utilisiez ou non. Alors, si vous êtes au premier étage et vous ne prenez jamais l'ascenseur, puis que l'ascenseur brise, vous allez payer les frais communs également parce que c'est l'ensemble des frais communs qui sont partagés entre tous les copropriétaires en fonction de la valeur de la fraction. Si vous êtes tous propriétaires d'une fraction équivalente, ben, c'est partagé de façon égale. Et si vous êtes dans une grande tour avec des plus grandes unités, des plus petites unités et tout ça, ben, la fraction va être différente et puis il y a un calcul qui va arriver à 100% au bout de la ligne. Alors, l'acte constitutif, qui est votre déclaration de copropriété, va indiquer qu'est-ce qui est une dépense commune et qui est responsable des frais d'entretien et comment c'est réparti. Alors, de façon générale, les dépenses communes sont payées par l'ensemble des copropriétaires dans les frais communs. Pour ce qui est des parties communes à usage exclusif, habituellement, les menus réparations sont l'entretien et les réparations mineures sont payés par le copropriétaire, sauf si c'est mentionné autrement dans la déclaration de copropriété. Et l'entretien et les réparations dans votre partie privative, bien entendu, est à la charge du propriétaire qui en est propriétaire, du copropriétaire. Le fonds de prévoyance et le carnet d'entretien. Alors, je dois vous parler de ça parce que lorsque vous achetez le fonds de prévoyance et le carnet d'entretien, c'est possible que certaines copropriétés ne l'aient pas encore parce que ce n'est pas une disposition qui est en vigueur encore. L'obligation d'obtenir l'étude du fonds de prévoyance et d'établir le carnet d'entretien entre en vigueur seulement après l'adoption du premier règlement qui est pris en application de certains articles du Code civil. Et en date d'aujourd'hui, ce n'est toujours pas en vigueur. Ça fait déjà quelques années que le gouvernement devait adopter cela et on n'a aucune idée quand ça aura lieu. Mais en tout cas, vous soyez assurés que lorsque ça rentrera en vigueur, le RGCQ enverra une communication là-dessus et ça sera certainement connu. Alors, le fonds de prévoyance puis le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance, ça sert surtout à savoir combien on doit mettre d'argent de côté dans le fonds de prévoyance pour faire face à des travaux majeurs de remplacement qui viennent à moyen et long terme pour les travaux majeurs, les remplacements, une fois que les composantes ont atteint leur vie, leur finalité, donc leur temps de vie utile. Si vous achetez dans une copropriété qui a déjà 25-30 ans et qu'il n'y a jamais eu d'études de fonds de prévoyance au carnet d'entretien, ça peut être inquiétant et ça serait important que vous vous renseigniez pour savoir comment déterminez-vous que les sommes sont suffisantes dans le fonds de prévoyance. Alors, ça serait important que vous ayez des informations là-dessus. Évidemment, si le fonds de prévoyance est très, très bien garni et puis que les gens qui ont fait le travail n'ont jamais eu besoin d'études du fonds de prévoyance, mais qu'il y a un montant important, c'est important que vous posiez la question pour savoir comment ils ont fait pour fixer les contributions au fonds de prévoyance.
Normalement, si on s'en tient aux 5 de l'ensemble des revenus prévus dans le Code civil, c'est insuffisant. Même 10 ou 20 c'est toujours insuffisant. Il faut mettre des sommes assez importantes pour le long terme. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'étude, évidemment, l'utilité pour un tout nouvel acheteur, c'est, excusez-moi, c'est de savoir à quoi s'en tenir au cours des prochaines années pour savoir dans quoi je m'engage en termes de dépenses. Est-ce que les frais de copropriété vont se mettre à augmenter de façon fulgurante? On va se retrouver avec des contributions mensuelles beaucoup plus élevées. Alors, c'est des éléments qui servent à pouvoir déterminer qu'est-ce qui, à quoi vous en tenir pour vos dépenses de frais de copropriété sur un plus long terme. Les assurances, je vais prendre quelques minutes là, pour terminer sur les assurances pour nous donner assez de temps pour les questions. Alors, les assurances, ce que je l'ai touché un peu tout à l'heure, c'est que le syndicat doit assurer l'immeuble ainsi que les parties privatives. C'est ce qui est prévu dans le Code civil. Le syndicat a un intérêt à assurer l'immeuble jusqu'aux parties privatives, la finition de base, avec une assurance tout risque. Les améliorations font partie de votre assurance habitation à vous pour la valeur des améliorations. Et le syndicat devrait avoir la description de l'unité de référence et l'unité de base dans ses registres pour pouvoir déterminer si vous avez des améliorations à assurer. Et en plus, il y a la fameuse assurance responsabilité civile pour les dommages aux tiers. Donc, pour des syndicats de 13 unités et plus, c'est une couverture de 2 millions. Pour 12 unités et moins, une couverture de 1 million. Le fonds d'auto-assurance, alors lui, à quoi il sert? Vous allez voir dans les budgets qu'il va y avoir ce qu'on appelle un fonds d'auto-assurance dans lequel il faut mettre de l'argent, donc des contributions. S'il est déjà garni lorsque vous arrivez, ben, il n'y aura pas de contribution additionnelle tant qu'il n'y aura pas de dégâts ou de sinistres. Alors, ce fonds-là sert à couvrir la franchise du syndicat. Alors, si la franchise, bon, dans un gros syndicat, les franchises peuvent être grosses, là, ça peut être des 100 000 50 000 autres, ça dépend. Dans les petites copropriétés, ça peut être 5, 10, 15 000, mais dans tous les cas, il faut que toutes les copropriétés possèdent un fonds d'auto-assurance qui doit être un minimum d'une fois la franchise pour être capable de couvrir les dégâts parce que c'est la responsabilité du syndicat de voir à faire réparer toutes les dès qu'il y a un sinistre qui touche la partie privative et qui touche également les parties communes, qui s'étend, là, des dégâts d'eau en particulier, ça peut arriver, ça arrive souvent, c'est un des pires. C'est le nombre le plus grand de tous les sinistres en copropriété. Alors, c'est ça, le fonds d'auto-assurance sert à payer les frais et après ça, il faut le renflouer. Donc, une fois qu'il y a un sinistre, tout le monde doit renflouer. Ça ne dépend pas, ce n'est pas la personne qui pourrait être responsable, quoique il y a la possibilité qu'on puisse récupérer s'il y a une faute de la part du copropriétaire, qu'on puisse récupérer auprès de sa compagnie d'assurance, avec son assurance responsabilité civile, le montant des dommages causés qui sont moindres que le montant de la franchise ou au maximum du montant de la franchise. Et enfin, s'impliquer dans la copropriété, je l'ai touché un petit peu au début. Alors, donc, un conseil d'administration, c'est important. C'est un des organes décisionnels, comme je le mentionnais plus tôt.
S'il n'y a pas de conseil d'administration, ça ne peut pas fonctionner et ça peut coûter très cher à une copropriété parce qu'il faudrait à ce moment-là s'adresser aux tribunaux pour avoir des gestionnaires provisoires, des administrateurs provisoires. Alors, c'est toujours important d'avoir une relève, de s'impliquer et c'est en même temps une façon de contribuer à votre investissement parce que si vous êtes un groupe qui travaillez bien ensemble, bien, vous partagez la tâche et puis vous arrivez à faire un travail collectif qui doit être dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires. Bien entendu, votre réflexion doit être une réflexion envers la copropriété et qu'est-ce qui est la meilleure décision à prendre pour la collectivité des copropriétaires, sans tenir compte de nécessairement de ses besoins personnels. Alors ça, c'est important, mais comme un conseil d'administration, c'est entre 3 et 5 personnes normalement, il va y avoir différents points de vue. Alors, je vous encourage à vous impliquer dans la copropriété et le RGCQ avec notre service d'info-gestion. On est là pour vous assister si vous avez besoin de discuter de toutes sortes d'enjeux dans votre copropriété. Alors voilà, donc l'abonnement du RGCQ vous procure de l'information, des webinaires, des colloques, beaucoup d'outils de gestion également, de documents, de modèles. Vous avez aussi le service des conseillers expérimentés, 5 jours semaine, une revue trimestrielle qui s'appelle Condo Liaison. Et vous avez Condo Légal, qui est un service en ligne également, avec un abonnement gratuit. Et vous avez des articles plus élaborés sur l'application des lois en matière de copropriété qui sont préparés par des avocats. Alors, je vous recommande là, de vous y abonner et pour mieux connaître. Alors voilà, nous sommes arrivés à la période de questions. J'ai dépassé un petit peu mon temps. Parfait, donc on va rappeler aux personnes de pouvoir poser vos questions dans le chat, puis on va prendre au fur et à mesure. Première question, est-ce que la cotisation spéciale doit aussi être calculée selon la valeur relative à la fraction? Oui, la cotisation spéciale, toute forme de paiement qui est fait, qui est déterminé par le conseil d'administration, va être distribué selon ce qui est écrit dans la déclaration de copropriété. Donc, la cotisation spéciale, si c'est une cotisation spéciale qui vise à faire des travaux dans les parties communes, c'est en général partagé en fonction des fractions détenues par chacun. Maintenant, il peut y avoir dans des déclarations de copropriété des règles différentes pour certaines choses. Alors, s'il y a seulement, par exemple, dans un immeuble, vous avez trois syndicats, 3 unités penthouse qui ont des verrières spéciales, etc., puis qu'il faut remplacer toutes les verrières. Bien, la déclaration de copropriété pourrait prévoir que c'est uniquement les propriétaires qui utilisent les verrières, donc qui sont propriétaires des verrières, qui vont payer les frais afférents à ces travaux-là. Donc, si la cotisation spéciale porte sur un élément qui est prévu dans la déclaration de copropriété comme étant à diviser entre les personnes qui en ont l'usage, c'est de cette façon-là qu'elle est partagée. Alors, la cotisation spéciale, tout ce que ça veut dire, c'est que c'est pas prévu dans notre budget, il faut rajouter un montant additionnel pour un projet spécial. Après ça, la répartition de ces coûts se fait en fonction de la déclaration de copropriété. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant et ça répond à la question. Je pense que ça donne de bons éléments en tout cas. Il y a une personne qui nous demande, par rapport à la clause pénale dans la déclaration, comment cette clause est appliquée et est-ce qu'un copropriétaire peut être évincé de son condo?
Oh mon Dieu, ça, c'est une grande question. D'abord, la clause pénale, la façon qu'elle fonctionne, elle est censée être toute décrite dans la déclaration de copropriété. Alors, la clause pénale, ça ne peut pas être deux lignes. C'est vraiment plusieurs paragraphes qui vont mentionner que si quelqu'un contrevient à des éléments ou à quelque chose qu'il faut faire ou ne pas faire ou des interdictions dans la déclaration ou règlement, peut être passible d'une pénalité et la pénalité va s'appliquer de telle façon. Alors, ça va tout être décrit. Il faut en général qu'il y ait un préavis qui soit donné ou des fois, ça peut être également réclamé sans préavis. Mais la clause pénale en soi, c'est un texte complet qui s'applique selon ce qui est inscrit là. Généralement, une clause pénale va pas être, récemment, là, depuis 2020, les clauses pénales doivent être notariées et je ne crois pas que les notaires vont laisser passer une clause pénale qui ne soit pas légale, disons. Alors ça, c'était le premier volet de la question. Puis le deuxième volet, c'était, oh, est-ce qu'on peut évincer quelqu'un? Écoutez, oui, c'est possible d'évincer quelqu'un, mais ça prend des circonstances particulières et c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand même en copropriété. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus. On a une personne qui nous demande d'expliquer la différence entre une copropriété verticale et horizontale. Alors, l'horizontale, c'est souvent le terrain de base. Euh, alors, je l'expliquais un peu au début. Vous pourriez vous retrouver dans une copropriété où vous achetez une maison qui vous appartient, qui n'est pas elle-même en copropriété, mais qui se retrouve sur un immense terrain. Il y a des propriétés à l'extérieur de Montréal, souvent, qui sont comme ça, où c'est vraiment plusieurs acres de terrain, c'est immense, et il y a un certain nombre de maisons en unités privatives. Et tout le terrain est un terrain qui appartient à tout le monde dans la proportion des fractions du nombre de personnes, finalement. Alors, s'il y a 6 maisons, puis ça pourrait être divisé en 6 fractions, un sixième appartient. Et l'horizontale, c'est généralement un terrain avec certains éléments communs. Ça peut être une piscine, un terrain de golf, un terrain ça dépend de la grandeur, là, terrain de tennis et tout ce que vous voulez. Alors, en général, ça va être ça, mais l'horizontale peut aussi être des espaces tout ce qui est espace de stationnement, asphalté, c'est une terminologie, en fait, qui est utilisée de différentes façons. La verticale, ça, en général, c'est l'immeuble lui-même. Donc, si vous avez plusieurs immeubles sur un même terrain, des immeubles de 8 unités, par exemple, bien, ça va être une copropriété. S'il y a un syndicat par immeuble, ben, vous allez avoir une copropriété verticale qui est bâtie sur un terrain et le terrain, ben, lui, c'est le gazon, l'asphalte, les entrées de garage, les stationnements, etc. Celle-là, le terrain de base va toujours être l'horizontale et les immeubles qui sont dessus, ça va être un syndicat vertical. Et les grandes tours, c'est des verticales aussi, hein. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Lors de l'inspection d'un condo avant achat, comment s'assurer que la partie commune est en bon état? Ben, en général, je crois comprendre que les inspections qui sont faites dans des copropriétés, les inspecteurs ne vont pas aller examiner nécessairement les parties communes parce que ça peut être un travail de très longue haleine, ça peut vous coûter très cher. Mais ce qu'il faut demander, c'est justement, je le mentionnais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu une étude du fonds de prévoyance? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un carnet d'entretien qui est fait? Vous pouvez demander de voir le carnet d'entretien, voir le type de réparation, travaux qui ont été faits depuis la construction.
vous pouvez demander également le plan de gestion de l'actif. Donc, normalement, une copropriété devrait avoir un plan pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme travaux dans les prochaines années. Ça dépend toujours. Si c'est une maison, si c'est une copropriété qui vient d'être construite, vous êtes à l'intérieur de 5 à 10 ans, il n'y aura peut-être pas quelque chose d'aussi élaboré, quoique certains promoteurs maintenant le font dès le départ. Mais il faut demander au syndicat de quelle façon ils déterminent euh, euh, l'état des bâtiments. Alors, s'ils n'ont rien, ben, ça va être une inspection visuelle, mais ça vaut ce que ça vaut, là. Euh, alors, vous pouvez demander aussi les procès-verbaux de réunions de conseil d'administration, regarder pour voir qu'est-ce qu'il y a comme identification de travaux à faire. C'est à peu près ce que je peux vous dire, mais vous pouvez poser des questions de toute façon au syndicat avant d'acheter sur l'état des bâtiments. Excellent. À quoi m'attendre au nombre de cotisations spéciales qu'on peut avoir dans une année et qu'est-ce qui peut être une cotisation spéciale, par exemple? Alors, combien on peut s'attendre? Je n'ai pas compris le début, excuse-moi. Oui, dans le fond, la personne demande à combien de cotisations spéciales peut-on s'attendre sur une année Ah, et donner OK. un exemple d'une cotisation spéciale. Bon, alors, écoutez, la cotisation spéciale, ça le dit en soi. En principe, une cotisation spéciale, c'est bon, il peut y avoir différentes façons pour la cotisation spéciale. C'est ou bien en cours d'année, il y arrive quelque chose de particulier, un bris qui était imprévu, l'ascenseur brise complètement, c'était pas prévu. Et ce n'est pas un remplacement ou des travaux majeurs, mais il y a quelque chose à faire, puis on n'a pas l'argent dans le budget de l'année. Alors, oui, ça peut être une cotisation spéciale qui peut être proposée dans une assemblée spéciale. Il faut à ce moment-là avoir une assemblée générale spéciale, présenter cette cotisation-là pour faire face à ces travaux-là. Et c'est ensuite réparti. Normalement, vous ne devriez vraiment pas, ça ne devrait pas être quelque chose de récurrent. Si ça devient récurrent dans une copropriété, c'est parce que vous auriez certainement besoin de faire une évaluation de l'état des bâtiments pour voir s'il n'y a pas une question de durée utile atteinte de différentes composantes du bâtiment. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si la copropriété a 20 ans et plus, puis même 15 ans et plus, ça prendrait quelque chose pour avoir une idée par des experts des coûts à court, moyen terme, parce que là, ça ne peut pas être du long terme, là. Alors, à court et à moyen terme et plus long terme, de combien d'argent vous allez avoir besoin. C'est que ça ne peut pas être un fonctionnement régulier. La cotisation spéciale peut être aussi pour un projet spécial. Donc, ça peut être juste présenté en assemblée générale. Voici le budget de l'année qu'on veut pour les frais communs, qui, lui, va se continuer en général pour les autres années. Mais cette année, on va avoir un projet vraiment, on refait tout le paysagement, par exemple, tout le terrassement, le paysagement, on fait une cotisation spéciale et voici de quelle façon on la paye. Ça peut être une possibilité. Mais il ne devrait pas y en avoir de façon régulière chaque année, là. C'est une drôle de façon de gérer si c'est le cas, là. Le fonds de prévoyance doit-il inclure les travaux des parties communes à usage restreint? Oui, en général, tout ce qui est partie commune, c'est parce que le fonds de prévoyance, il faut retenir que c'est pour les travaux majeurs et les remplacements. Alors, si vous avez un remplacement à faire d'une partie commune, même si elle est à usage restreint, c'est normalement parce qu'elle aurait atteint sa durée de vie utile et ça devrait être prévu. Encore une fois, il faut vérifier quand même dans la déclaration de copropriété comment c'est traité. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous pourriez avoir une partie commune à usage restreint, comme je mentionnais, le penthouse puis des verrières.
Et la déclaration de copropriété pourrait prévoir que c'est uniquement les propriétaires de penthouse qui ont accès à cette verrière-là qui devraient payer pour ça. Autrement, la déclaration de copropriété est censée mentionner que tout ce qui est partie commune, incluant partie commune à usage exclusif, pour ce qui est de remplacement et travaux majeurs, c'est couvert par le fonds de prévoyance. Parfait, on a plusieurs questions qui se rejoignent un petit peu. En fait, des personnes qui demandent comment on peut savoir si c'est une partie commune ou une partie privative, comment on décide qui paye pour les travaux, des questions comme ça. Donc, à quoi peut-on se référer pour avoir cette réponse-là? OK. Ben, écoutez, la partie privative, c'est ce qui vous appartient. C'est l'unité que vous avez achetée. Vous allez avoir dans votre contrat une description cadastrale, une description avec un numéro de lot. C'est votre partie privative. C'est vous qui êtes responsable de payer dans votre partie privative. C'est sûr que c'est écrit dans le Code civil, donc je ne pense pas que tout le monde va aller voir nécessairement. Dans la déclaration de copropriété, aussi, c'est indiqué qui est responsable de l'entretien de quoi. Alors, la partie privative, normalement, ça revient au propriétaire. La partie commune, incluant partie commune à usage exclusif, tout ce qui est, la partie commune, entretien strictement, c'est tout le monde qui paye pour l'entretien. Et également, les remplacements et les travaux majeurs, partie commune, c'est tout le monde qui paye. Partie commune à usage exclusif, dépendant de ce qui est écrit dans la déclaration de copropriété, la règle générale, c'est que les travaux de remplacement et les travaux majeurs sont payés par l'ensemble des copropriétaires à même le fonds de prévoyance. Toujours en se référant à la déclaration de copropriété pour voir s'il n'y a pas des exceptions. C'est comme ça, tout simplement. S'il y a des doutes, il y a toujours des consultations juridiques qui peuvent avoir lieu pour clarifier certaines zones grises. Parfait, mais je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. On a encore quelques questions à nouveau, mais vous pouvez nous joindre depuis le site web à rgcq.org ou directement en nous écrivant à info@rgcq.org. Donc, merci à tous et à toutes de votre participation. On vous invite à participer à de prochains événements. Vous pouvez aller sur notre site web pour voir la programmation des prochaines activités. Puis vous pouvez également nous suivre sur Facebook pour être informé des prochains infocondos et de nos actualités. Vous allez pouvoir voir les suggestions de thématiques et nous en envoyer directement par Facebook ou depuis le site web. Donc, pour les personnes qui se sont inscrites sur le site web, vous allez recevoir l'enregistrement de cette conférence ainsi que la présentation PowerPoint automatiquement par courriel dans les prochains jours. Puis pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, si vous souhaitez recevoir ces éléments, je vous invite à nous adresser un courriel à l'adresse qui a été indiquée dans le chat. Donc, merci à tous et toutes et bonne soirée.